Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer le roman d'Alexandre Dumas, La jeune femme au collier de velours. Pendant ma lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, commenter sur Twitter avec le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Avant de commencer ma lecture, je tenais à remercier Pavol et Thomas qui m'accompagnent ce soir en régie. Je vous souhaite une excellente soirée et je reprends ma lecture. Il se glissa hors de la maison, résolu à tout pour échapper au spectacle populaire. Quand il fut au coin du quai, le sabre des gendarmes brilla. Un mouvement se fit dans la foule. Les masses hurlèrent et se prirent à courir. Hoffmann, à toutes jambes, gagna la rue Saint-Denis, dans laquelle il s'enfonça comme un fou. Il fit pareil au chevreuil, plusieurs voltes dans différentes petites rues, et disparut dans ce dédale de ruelles qui s'embrouillent entre le quai de la Ferraille et les Halles. Il respira enfin en voyant rue de la Ferronnerie, où avec la sagacité du poète et du peintre, il devina la place célèbre par l'assassinat de Henri IV. Puis, toujours marchant, toujours cherchant, il arriva au milieu de la rue Saint-Honoré. Partout les boutiques se fermaient sur son passage, Hoffmann admirait la tranquillité de ce quartier. Les boutiques ne se fermaient pas seules, les fenêtres de certaines maisons se calfeutraient avec mesure, comme si elles eussent reçu un signal. Cette manœuvre fut bientôt expliquée à Hoffmann. Il vit les fiacres se détourner et prendre les rues latérales. Il entendit un galop de chevaux et reconnut les gendarmes. Puis derrière eux, dans la première brume du soir, il entrevit un pêle-mêle affreux de haillons, de bras levés, de piques brandies et de yeux flamboyants. Au-dessus de tout cela, une charrette. De ce tourbillon qui venait à lui sans qu'il pût se cacher ou s'enfuir, Hoffmann entendit sortir des cris tellement aigus, tellement lamentables que rien de si affreux n'avait jusqu'à ce soir-là frappé ses oreilles. Sur la charrette était une femme vêtue de blanc. Ses cris s'exhalaient des lèvres, de l'âme, de tout le corps soulevé de cette femme. Hoffmann sentit ses jambes lui manquer. Ses hurlements avaient rompu les faisceaux nerveux. Tomba sur une borne, la tête adossée à des contrevents de boutiques mal jointes encore, tant la fermeture de cette boutique avait été précipitée. La charrette arriva au milieu de son escorte de bandits et de femmes hideuses. Ces satellites ordinaires, mais, chose étrange, toutes celles-là ne bouillonnaient pas. Tous ces reptiles ne coassaient pas. La victime seule se tordait entre les bras des deux hommes et criait secours au ciel, à la terre, aux hommes et aux choses. Hoffmann entendit soudain dans son oreille, par la fente du volet, ces mots prononcés tristement par une voix d'homme jeune. « Pauvre Dubarry, te voilà donc. »« Madame Dubarry ?» s'écria Hoffmann. « C'est elle qui passe là sur cette charrette. »« Oui, monsieur, » répondit la voix basse et dolente à l'oreille du voyageur, et de si près qu'à travers les planches il sentait le souffle chaud de son interlocuteur. La pauvre Dubarry se tenait droite et cramponnée au col mouvant de la charrette. Ses cheveux châtains, l'orgueil de sa beauté, avaient été coupés sur la nuque, mais retombés sur les tempes en longues mèches trempées de sueur. Belle, avec ses grands yeux hagards, avec sa petite bouche, trop petite pour les cris affreux qu'elle poussait, la malheureuse femme secouait de temps en temps la tête par un mouvement convulsif, pour dégager son visage des cheveux qui la masquaient. Quand elle passa devant la borne où Hoffmann s'était affaissé, elle cria « Au secours, sauvez-moi !»« Je n'ai pas fait de mal. »« Au secours !» et faillit renverser l'aide du bourreau qui la soutenait. Ce cri « Au secours !» elle ne cessa de le pousser au milieu du plus profond silence des assistants. Ces furies, accoutumées à insulter les braves condamnés, se sentaient remuées par l'irrésistible élan de l'épouvante d'une femme. Elles sentaient que leurs vociférations n'eussent pas réussi à couvrir leurs gémissements de cette fièvre qui touchait à la folie et atteignait le sublime du terrible. Hoffmann se leva, se sentant plus son cœur dans sa poitrine, il se mit à courir après la charrette, comme les autres, ombre nouvelle ajoutée à cette
procession de spectacle qui faisait la dernière escorte d'une favorite royale. Madame du Barry, le voyant, cria encore. « La vie, je donne tout mon bien à la nation, monsieur. Sauvez-moi. » Oh, pensa le jeune homme, elle m'a parlé, pauvre femme, dont les regards ont valu si cher, dont les paroles n'avaient pas de prix. Elle m'a parlé. Il s'arrêta. La charrette venait d'atteindre la place de la Révolution. Dans l'ombre épaissie par une pluie froide, Hoffmann ne distinguait plus que deux silhouettes. L'une blanche, c'était celle de la victime, l'autre rouge, c'était l'échafaud. Il vit les bourreaux traîner la robe blanche sur l'escalier. Il vit cette forme tourmentée se cambrer pour la résistance, puis soudain, au milieu de ces horribles cris, la pauvre femme perdit l'équilibre et tomba sur la bascule. Hoffmann l'entendit crier « Grâce, monsieur le bourreau, encore une minute, monsieur le bourreau !» Et ce fut tout. Le couteau tomba, lançant un éclair fauve. Hoffmann s'en alla rouler dans le fossé qui borde la place. C'est un beau tableau pour un artiste qui venait en France chercher des impressions et des idées. Dieu venait de lui montrer le trop cruel châtiment de celle qui avait contribué à perdre la monarchie. Cette lâche mort et la du Barry lui parut l'absolution de la pauvre femme. Elle n'avait donc jamais eu d'orgueil, puisqu'elle ne savait même pas mourir. Savoir mourir, hélas, en ce temps-là, ce fut la vertu suprême de ceux qui n'avaient jamais connu le vice. Hoffmann réfléchit, ce jour-là, que s'il était venu en France pour voir des choses extraordinaires, son voyage n'était pas manqué. Alors, un peu consolé par la philosophie de l'histoire, « Il reste le théâtre », se dit-il. « Allons au théâtre. Je sais bien qu'après l'actrice, je viens de voir, celles de l'opéra ou de la tragédie ne me feront pas d'effet. Mais je serai indulgent. Il ne faut pas trop demander à des femmes qui ne meurent que pour rire. Seulement, je vais tâcher de bien reconnaître cette place pour ne plus y jamais passer ma vie. » Chapitre 9. Le jugement de Paris. Hoffmann était l'homme des transitions brusques. Après la place de la Révolution et le peuple tumultueux groupé autour d'un échafaud, le ciel sombre et le sang, il lui fallait l'éclat des lustres, la foule joyeuse, les fleurs, la vie enfin. Il n'était pas bien sûr que le spectacle auquel il avait insisté s'effacerait de sa pensée par ce moyen. Mais il voulait au moins donner une distraction à ses yeux et se prouver qu'il y avait encore dans le monde des gens qui vivaient et qui riaient. Il s'achemina donc vers l'opéra, mais il y arriva sans savoir comment il y était arrivé. Sa détermination avait marché devant lui. Il avait suivi comme un aveugle sur son chien, tandis que son esprit voyageait dans un chemin opposé à travers des impressions toutes contraires. Comme sur la place de la Révolution, il y avait la foule sur le boulevard où on se trouvait. À cette époque, le théâtre de l'Opéra, là où est aujourd'hui le théâtre de la Porte Saint-Martin. Hoffmann s'arrêta devant une foule et regarda l'affiche. On jouait le jugement de Paris. Ballet pantomime en 3 actes de Monsieur Gardel, jeune fils du maître de danse de Marie-Antoinette et qui devint plus tard maître des ballets de l'empereur. Le jugement de Paris, murmura le poète en regardant fixement l'affiche comme pour se graver dans l'esprit, à l'aide des yeux et de l'ouïe, la signification de ces 3 mots. Le jugement de Paris. Et il avait beau répéter les syllabes qui composaient le titre du ballet, elles lui paraissaient vides de sens, tant sa pensée avait de peine à rejeter les souvenirs terribles dont elle était pleine. Pour donner place à l'œuvre empruntée par M. Gardel, jeune à l'Iliade d'Homère. Quelle étrange époque que cette époque, où dans une même journée, on pouvait voir condamné le matin, voire exécuté à 4 heures, voire danser le soir, et l'on courait la chance d'être arrêté soi-même en revenant de toutes ses émotions. Hoffmann comprit que si un autre que lui ne lui disait pas ce qu'on jouait, il ne parviendrait pas à le savoir et que peut-être il deviendrait fou devant cette affiche. Il s'approcha donc d'un gros monsieur qui faisait queue avec sa femme. Car de tout temps, les gros hommes ont eu la manie de faire queue avec leurs femmes et il lui dit « Monsieur, que joue-t-on ce soir ?»« Vous ne le voyez que sur l'affiche, monsieur, » répondit le gros homme. « On joue le jugement de Paris. » Le jugement de Paris, répéta Hoffmann,
Ah oui, le jugement de Paris. Je sais ce que c'est. Le gros monsieur regarda cet étrange questionneur et leva les épaules avec l'air du plus profond mépris pour ce jeune homme qui, dans ce temps tout mythologique, avait pu oublier un instant ce que c'était le jugement de Paris. « Voulez-vous l'explication du ballet, citoyen ?» dit un marchand de livrées en s'approchant d'Hoffmann. « Oui, donnez. » C'était pour notre héros une preuve de plus qu'il allait au spectacle, et il en avait besoin. Il ouvrit le livret et jeta les yeux dessus. Ce livret était coquettement imprimé sur beau papier blanc et enrichi d'un avant-propos de l'auteur. Quelle chose merveilleuse que l'homme, pensa Hoffmann, en regardant les quelques lignes de cet avant-propos. Lignes qu'il n'avait pas encore lues, mais qu'il allait lire. Et comme tout en faisant partie de la masse commune des hommes, il marche seul, égoïste et indifférent dans le chemin de ses intérêts et des ambitions. Ainsi, voici un homme, M. Gardel, jeune, qui a fait représenter ce ballet le 5 mars 1793, c'est-à-dire 6 semaines après un bar des plus grands événements du monde. Eh bien, le jour où ce ballet a été représenté, il a eu des émotions particulières dans les émotions générales. Le cœur lui a battu quand on a applaudi, et si, en ce moment, on était venu lui parler de cet événement qui ébranlait encore le monde, et qu'on lui eût nommé le roi Louis XVI, il se fut écrié « Louis XVI, de qui vous parlez ?» Puis comme si, à partir du jour où il avait livré son ballet au public, la terre entière n'eût plus dû être préoccupée que de cet événement chorégraphique, il a fait un avant-propos à l'explication de sa pantomime. Eh bien, lisons-le, son avant-propos, et voyons si, en cachant la date du jour où il a été écrit, j'y retrouverai la trace des choses au milieu desquelles il venait au jour. Hoffmann s'accouda à la balustrade du théâtre, et voici ce qu'il lut. J'ai toujours remarqué dans les ballets d'action que les effets de décoration, les divertissements variés et agréables étaient ce qui attirait le plus la foule et les vifs applaudissements. Il faut avouer que voilà un homme qui a fait la remarque curieuse, pensa Hoffmann, sans pouvoir s'empêcher de sourire à la lecture de cette première naïveté. Comment il a remarqué ce qui attire dans les ballets? Ce sont les effets de décoration et les divertissements variés et agréables. Comme cela est poli pour M.M. Haydn, Pleyel et Méhul, qui ont fait la musique du Jugement de Paris. Continuons. D'après cette remarque, j'ai cherché un sujet qui pût se plier à faire valoir les grands talents de l'opéra, que l'Opéra de Paris seul possède en danse, et qui me permet d'entendre les idées que le hasard pourrait m'offrir. L'histoire poétique est le terrain inépuisable que le maître de ballet doit cultiver. Ce terrain n'est pas sans épines, mais il faut savoir les écarter pour cueillir la rose. Ah, par exemple, voilà une phrase à mettre dans un cadre d'or, s'écria Hoffmann. Il n'y en a qu'en France qu'on écrive de ces choses-là. Et il se mit à regarder le livret, s'apprêtant à continuer cette intéressante lecture qui commençait à l'égayer. Mais son esprit, détourné de sa véritable préoccupation, y revenait peu à peu. Les caractères se brouillèrent sous les yeux du rêveur. Il laissa tomber la main qui tenait le Jugement de Paris, fixa les yeux sur la terre et murmura « Pauvre femme !» C'était l'ombre de Madame du Barry, qui passait encore une fois dans le souvenir du jeune homme. Alors, il secoua la tête comme pour en chasser violemment les sombres réalités, et mettant dans sa poche le livret de M. Gardel jeune, il prit une place et entra dans le théâtre. La salle était comble et ruisselante de fleurs, de pierreries, de soie et d'épaules nues. Un immense bourdonnement de femmes parfumées, de propos frivoles, semblables au bruit que ferait un millier de mouches volant dans une boîte de papier, et plein de ces mots qui laissent dans l'esprit la même trace que les ailes des papillons aux doigts des enfants, qui les prennent et qui, 2 minutes après, ne sachant plus qu'en faire, lèvent les mains et leur rendent leur liberté. Hoffmann prit une place à l'orchestre, et dominé par l'atmosphère ardente de la salle, il parvint à croire un instant qu'il y était depuis le matin. Et que ce sombre décès, que regardait sans cesse sa pensée, était un cauchemar et non pas une réalité. Alors, sa mémoire, qui, comme la mémoire de tous les hommes, avait 2 verres réflecteurs, l'un dans le cœur, l'autre dans l'esprit, se tourna insensiblement et par la gradation naturelle des impressions joyeuses vers cette douce jeune fille
qu'il l'avait laissé là-bas et dont il sentait le médaillon battre comme un autre cœur contre les battements du sien. Il regarda toutes les femmes qui l'entouraient, toutes ses blanches épaules, tous ses cheveux blonds et bruns, tous ses bras souples, toutes ses mains jouant avec les branches d'un éventail ou rajustant coquettement les fleurs d'une coiffure. Et il sourit à lui-même en prononçant le nom d'Antonia, comme si ce nom eût suffi pour faire disparaître toute comparaison entre celle qui le portait et les femmes qui se trouvaient là, et pour le transporter dans un monde de souvenirs 1000 fois plus charmant que toutes ces réalités, si belles qu'elles fussent. Puis, comme si ce n'eût été point assez, comme s'il eût à craindre que le portrait qu'à travers la distance lui retraçait sa pensée, ne s'effaça dans l'idéal par où il lui apparaissait. Hoffmann glissa doucement la main dans sa poitrine, il serra le médaillon comme une fille craintive saisit un oiseau dans un nid. Et après s'être rassuré que nul ne pouvait le voir et ternir d'un regard la douce image qu'il prenait dans sa main, il amena doucement le portrait de la jeune fille, le monta à la hauteur de ses yeux, l'adora en un instant du regard, puis après l'avoir posé pieusement sur ses lèvres, il le cacha de nouveau, tout près de son cœur, sans que personne pût deviner la joie que venait d'avoir en faisant le mouvement d'un homme qui met la main dans son gilet, ce jeune spectateur aux cheveux noirs et au teint pâle. En ce moment, on donnait le signal. Les premières notes de l'ouverture commencèrent à courir gaiement dans l'orchestre, comme des pinsons que rêleurs dans un bosquet. Hoffmann s'assit et, tâchant de redevenir un homme comme tout le monde, c'est-à-dire un spectateur attentif, il ouvrit ses deux oreilles à la musique. Mais au bout de 5 minutes, il n'écoutait plus et ne voulait plus entendre. Ce n'était pas avec cette musique-là qu'on fixait l'attention d'Hoffmann. D'autant plus que s'il l'entendait 2 fois, vu qu'un voisin habitué sans doute de l'opéra et admirateur de M.M. Hyde Player et Méhoul, accompagné d'une petite voix en demi-ton de fausset et avec une exactitude parfaite, les différentes mélodies de ces messieurs. Le dilettante joignait à cet accompagnement de la bouche un autre accompagnement des doigts, en frappant en mesure avec une charmante dextérité, ses ongles longs et effilés sur la tabatière qu'il tenait dans sa main gauche. Hoffmann, avec cette habitude de curiosité qui est naturellement la première qualité de tous les observateurs, se mit à examiner ce personnage qui se faisait un orchestre particulier greffé sur l'orchestre général. En vérité, le personnage méritait l'examen. Figurez-vous, un petit homme portant habit, gilet et culotte noire, chemise et cravate blanche, mais d'un blanc plus blanc, presque aussi fatigant pour les yeux que le reflet argenté de la neige, mettait sur la moitié des mains de ce petit homme mains maigres, transparentes comme la cire, et se détachant sur la culotte noire comme si elles eussent été intérieurement éclairées, mettait des manchettes de fine bastis plissées avec le plus grand soin et souple comme des feuilles de lys, et vous aurez l'ensemble du corps. Regardez la tête, maintenant, et regardez-la comme le faisait Hoffmann, c'est-à-dire avec une curiosité mêlée d'étonnement. Figurez-vous un visage de forme ovale, au front poli comme l'ivoire, aux cheveux rares et fauves, ayant poussé de distance en distance comme des touffes de buissons dans une plaine. Supprimez les sourcils et au-dessus de la place où ils devraient être. Faites 2 trous dans lesquels vous mettez un œil froid, comme du verre, presque toujours fixe et qu'on croirait d'autant plus volontiers, inanimés qu'on chercherait vainement en eux le point lumineux que Dieu a mis dans l'œil comme une étincelle de foyer de la vie. Ses yeux sont bleus comme le saphir, sans douceur, sans dureté. Il voit, cela est certain, mais il ne regarde pas. Un nez sec, mince, long et pointu, une bouche petite, aux lèvres entr'ouvertes sur des dents non pas blanches, mais de la même couleur, cireuse que la peau, comme si elles eussent reçu une légère infiltration de sang pâle et s'en fussent colorées. Un manteau pointu, rasé avec le plus grand soin, des pommettes saillantes, des joues creusées, chacune par une cavité, à y mettre une noix, tels étaient les traits caractéristiques du spectateur voisin d'Hoffmann. Cet homme pouvait ainsi bien avoir 50 ou 30 ans.
Il en eut 80, que la chose n'eût pas été extraordinaire. Il n'en eut eu que 12, que ce n'eût pas encore été bien invraisemblable. Il semblait qu'il eût dû venir au monde tel qu'il était. Il n'avait sans doute jamais été plus jeune, et il était possible qu'il parût plus vieux. Il était probable qu'en touchant sa peau, on eût éprouvé la même sensation de froid qu'en touchant la peau d'un serpent ou d'un mort. Mais par exemple, il aimait bien la musique. De temps à autre, sa bouche s'écartait un peu plus sous une pression de volupté mélophile, et 3 petits plis, identiquement les mêmes de chaque côté, décrivaient un demi-cercle à l'extrémité de ses lèvres, et y restaient imprimés pendant 5 minutes. Puis, il s'effaçait graduellement comme les ronds que fait une pierre qui tombe dans l'eau et qui vont s'élargissant toujours jusqu'à ce qu'ils se confondent tout à fait avec la surface. Hoffmann ne se lassait pas de regarder cet homme qui se sentait examiné, mais qui n'en bougeait pas plus pour cela. Cette immobilité telle que notre poète, qui avait déjà à cette époque le germe de l'imagination qui devait enfanter Coppelius, appuya ses 2 mains sur le dossier de la stalle qui était devant lui, pencha son corps en avant et tournant vers la tête à droite, essayant de voir de face celui qui n'avait encore vu que de profil. Le petit homme regarda Hoffmann sans étonnement, lui sourit, lui fit un petit salut amical et continua de fixer les yeux sur le même point invisible pour tout autre que pour lui, et d'accompagner l'orchestre. « C'est étrange, » fit Hoffmann. « En se rasseyant, j'aurais parié qu'il ne vivait pas. » Et comme si, quoiqu'il eût vu remuer la tête de son voisin, le jeune homme n'eût pas été bien convaincu que le reste du corps était animé. Il jeta de nouveau les yeux sur les mains de ce personnage. Une chose le frappa alors. C'est sûr que la tabatière avec laquelle jouaient ses mains, tabatière d'ébène, brillait une petite tête de mort en diamant. Tout, ce jour-là, devait prendre des teintes fantastiques aux yeux d'Hoffmann. Mais il était bien résolu à en venir à ses fins. Et se penchant en bas comme il s'était penché en avant. Il colla ses yeux sur cette tabatière au point que ses lèvres touchaient presque les mains de celui qui la tenait. L'homme ainsi examiné, voyant que sa tabatière était d'un si grand intérêt pour son voisin, la lui passa silencieusement, afin qu'il pût la regarder tout à son aise. Hoffmann la prit, la tourna et la retourna 20 fois, puis il l'ouvrit. Il y avait du tabac dedans. C'est ainsi que s'achève le chapitre 9 de La femme au collier de velours. J'espère que vous avez apprécié cette lecture et que vous avez eu le temps de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Vous pouvez toujours revoir l'émission en replay sur le site de D8. Et je vous retrouve dans une prochaine émission pour le chapitre 10. À bientôt sur D8.